Sunderlight Productions. Éric Potier est une combinaison de passion et de pragmatisme assez rare dans le métier et dans le milieu. Il vit, mange et dort photographie, mais fait preuve de beaucoup de lucidité et de sang-froid quand il s'agit d'exercer son métier de photographe et d'y gagner sa vie. Au cours de cet épisode, nous allons revenir sur ses multiples vies professionnelles, entre radio libre, Fnac et taxi, sur ce qui l'a poussé à se lancer, sur son approche touche-à-tout, sur le côté épuisant de ce métier qu'on n'aborde peut-être pas assez, et sur ce qui lui importe vraiment au final, le contact et les gens. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Éric Potier. Bonjour Éric. Bonjour, Bienvenue. J'adore ta musique. Bah, écoute, Je te coupe l'intro là déjà, j'adore ta musique, c'est quoi? Je l'aime bien aussi. Alors c'est une musique de Joachim Caruil, il me semble. Okay. J'ai trouvé ça, pour la petite histoire, c'est un des fournisseurs de musique de Casey Neistat à l'époque de son vlog. Donc les gens qui connaissent Casey Neistat auront reconnu de toute façon le truc. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mec qui a changé la face de YouTube, qui a fait un vlog quotidien pendant 3 ans. Il y a 5 ou 6 ans de ça, et qui a lancé la mode vraiment des vlogueurs derrière. Et quand lui a pris sa retraite, en fait, il y en a plein qui ont décollé parce que les gens étaient en manque. Et on n'a jamais retrouvé ce niveau de production, mais c'était extraordinaire. Une très bonne musique et une intro en tous les cas pour ton podcast. Et merci à toi de me recevoir. Merci pour ton invitation. Merci d'être là. Tu es un de mes amis qui servent de dépannage de temps en temps. Je t'aurais invité, de toute façon. Ça fait longtemps que tu es sur la liste, mais comme on se connaît, c'est plus facile de demander aux amis quand on est un petit peu coincé. Et en ce moment, je suis très très coincé. On en a parlé avant, mais le boulot a repris. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie et voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc effectivement, merci d'être venu aussi rapidement. On enregistre, pour la petite histoire, le lundi après-midi pour une sortie le jeudi matin. C'est pas tous les jours, mais en ce moment c'est beaucoup, mais c'est vrai que là c'est quand même compliqué. Mais en tout cas voilà, ça fait longtemps que je veux te parler parce qu'on a des thèmes à aborder tous les deux qui sont pas les thèmes forcément habituels du podcast. On va parler d'artisanat. Aujourd'hui, on va parler d'avoir plein de casquettes. On va parler d'un photographe professionnel qui vit plus la passion de la photo dans sa vie privée. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Ah non, je me lève, photo, je pense photo et je m'endors et je rêve photo. Et donc, c'est tout le temps de la photo, effectivement, surtout dans l'activité professionnelle aujourd'hui. Ça prend une place, mais entière dans ma vie, quoi. Ouais. C'est 100%. Et sur tous les thèmes. On va aborder tout ça. Je vais te laisser commencer par l'elevator pitch. On va développer un petit peu après parce que. Écoute, beaucoup de choses à dire. Si je vois donc Steve, c'est ça, dans l'ascenseur, un ascenseur américain très rapide, j'imagine. Donc ça va être très rapide. Je vais lui dire bonjour Steve. Moi je suis Éric Potier et je suis artisan photographe. Et en fait, je lui dirais de venir faire un petit tour dans mon studio. J'ai fait un petit studio dans mon garage et je pense que ça va lui parler ça. Ouais, je pense que c'est. Et donc dans mon garage en fait il y a plein de trucs et on fait tout un tas de portraits surtout dirigés vers l'humain qui vont effectivement de la photo d'identité jusqu'à la grossesse, etc. Bébé, portrait corporate, etc. Voilà, mais je pense qu'on fera un petit tour de tout ça. Alors le petit détail marrant, on s'est installé tout à l'heure, j'ai commencé à t'expliquer comment on parle dans un micro, ce que je fais à chaque fois, puisque la plupart des gens n'ont jamais parlé dans un micro. Il se trouve que toi, oui, tu as déjà parlé dans un micro. Oui, alors déjà parlé dans un micro, c'était en 84, donc c'est un peu vieux. C'était à l'époque des radios libres. Alors voilà, ça me ramène un petit peu à longtemps en arrière, donc je suis pas très jeune, oui, c'est vrai. Et donc j'ai un peu roulé ma bosse en fait dans l'audio. J'ai commencé donc par des radios libres, j'en ai fait 4 pendant 4 ans, voilà, une chaque année en fait. Et déjà avant ça, j'étais un petit peu le copain qui faisait danser les autres derrière les platines plutôt que de
de danser. Donc j'étais plutôt derrière la technique, toujours un peu réfugié un peu derrière la technique, donc dans l'audio. Et un jour, si on parle de mon parcours, il fallait que je gagne aussi un peu ma vie, parce que les radios libres, c'était bien. Bon, j'ai commencé un petit peu à gagner un petit peu d'argent quand je faisais la nuit, mais sinon, il fallait quand même sortir un petit peu d'argent. Donc, j'ai travaillé en fait à la Fnac, voilà, pendant 13 ans. Et on m'a dit, t'es passionné, ok, tu fais quoi, du son? Ok, t'iras au son. Donc voilà, logique, donc son, hi-fi. Et puis 3 ans après, voilà, en début 90, je suis passé à la vidéo. Début de la vidéo, c'était VHS, SVHS, H8, etc. Donc des matériels un petit peu vieux, et puis qu'on n'a plus du tout l'habitude de regarder au niveau de la qualité aujourd'hui. Et donc, avec aussi les premiers montages aussi qui arrivaient début 2000 en numérique. Je vais même te dire, avant ça, à l'époque, dans les années 90, tu parlais des caméscopes et des trucs comme ça. Je me rappelle, ma mère m'avait acheté, parce qu'elle était persuadée qu'il fallait faire un truc là-dedans, m'avait acheté un banc de montage, tu sais, pour contrôler le magnétoscope et le truc. C'était un truc de fou, ça. Avec des synchro Lanker, voilà, de Sony. Donc, voilà, j'ai parcouru un peu ma bosse là-dessus, donc à la Fnac. Et donc à la Fnac, à la vidéo, j'ai côtoyé beaucoup de photographes à l'époque, et la photo est devenue une passion à ce moment-là. Donc début 90, où j'ai fait un voyage au Pérou, en Bolivie, pardon, en Amérique du Sud. C'était Brésil, Argentine, Paraguay et Bolivie, voilà. Et donc ça a été un voyage un peu déclic au niveau de la photo. La chance d'être à la Fnac, à l'époque, c'était d'avoir du matériel pas cher. Donc je me suis servi grave sur le matériel. On payait en fait prix d'achat plus 3%. Voilà. Donc c'était cool. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, à l'époque, il y avait des marges aussi. C'était pas... Ah oui, il y avait de la marge. Il y avait de la marge, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il margeait peut-être à 2,5. Donc si tu faisais ça plus 3%, surtout sur les enceintes. En Wi-Fi, par exemple, là, j'en avais une pour le prix de 2. Tu vois. Enfin, t'en avais 2 pour le prix. Plutôt l'inverse. Sinon, tu te fais sacrément avoir. Donc voilà, et donc je me suis servi pas mal en fait en photo là-dessus, en optique, etc. Donc j'ai commencé Canon, et puis voilà, je suis parti là-dessus. Et j'ai côtoyé beaucoup de photographes, en fait, des photographes apnéistes, des photographes, et très divers, en fait. Et tout m'intéresse, en fait. Quand je discute avec quelqu'un, en fait, de photo, s'il fait de l'astronomie, j'adore. Alors, je sais pas faire, mais j'adore. En tous les cas, écouter ces gens-là. Et donc, j'ai beaucoup appris là-dessus. Après, je suis parti dans un domaine vidéo professionnel, où, toujours à la Fnac, en fait, une entité qui n'existe plus, qui s'appelait Fnac Vidéo Entreprise, et qui était dédiée en fait à la location du matériel broadcast pour les sociétés de production. Voilà. C'était rue du Cherche-Midi, donc à Paris. Et donc voilà, pareil, là j'ai appris à connaître un petit peu le matériel vidéo professionnel, broadcast. Et puis à faire un peu de post-prod aussi. Là, c'était les débuts en fait de la post-prod numérique, avec des systèmes qui plantaient tout le temps, où ton projet, tu devais le recommencer. Voilà. Quand tu voulais exporter, tu en avais pour 3 jours, tu pensais que c'était terminé, tu avais encore l'ordinateur qui était bloqué pendant 3 jours pour l'exporter. C'est ça. Et puis quand je vois aujourd'hui que tu fais ça avec le téléphone, c'est vraiment juste magique, quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'est un vrai plaisir de refaire de la vidéo aussi. Et donc voilà pour le parcours, tu vois, Fnac. Après j'ai travaillé, donc je suis reparti au son, donc comme je te disais, chez Sennheiser pendant 5 ans, où là j'étais ingénieur système. Donc je m'occupais en fait du chiffrage de tout ce qui est sonorisation, transmission HF, infrarouge, etc. Mais j'étais ingénieur système en fait sur le catalogue, mais en fait sur la fiche de paie j'étais attaché commercial, c'était plus sympa ça. Ça a des bons côtés. Voilà, enfin bon, on glorifiait toujours l'image en fait de l'aspect technique en fait back office sur la partie chiffrage et support en fait des commerciaux, mais en fait t'étais juste un attaché commercial point barre, quoi. C'est le nerf de la guerre, il n'y a pas de secret. Tous ceux qui ont bossé dans une boîte savent qu'on fait toujours la distinction entre ceux qui rapportent de l'argent et ceux qui n'en rapportent pas, et qu'il vaut mieux être du côté de ceux qui rapportent de l'argent.
c'est quand même beaucoup plus confortable au moment de négocier les augmentations. Voilà. Mm. Donc, voilà, Sennheiser pendant 5 ans. Et puis après, j'ai monté ma boîte de prod vidéo, où j'ai travaillé avec un site de cuisine où je filmais en fait des chefs culinaires, donc des chefs pour expliquer un petit peu les gestes d'une recette de cuisine. Voilà. D'accord. Et la photo, du coup, comment t'as atterri Et la photo, alors c'est venu un petit peu plus tard. Enfin, je l'avais toujours en passion parce que voilà, je tournais toujours autour de ça pour la famille, pour les voyages. Et puis ça devenait un petit peu redondant ce que je faisais. Donc j'ai intégré un club photo. Et là, j'ai découvert qu'il y avait plein de thèmes en fait à découvrir. Photographier des gouttes d'eau, par exemple, tu vois, faire la pose longue. Enfin voilà, j'avais pas en fait toute cette expérience en fait, différents thèmes. D'ailleurs, il y a des personnes qui font de l'astrophoto en fait chez nous. Il y a de la macro, de la proxy. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Il y a du portrait, il y a du studio. Et voilà, j'ai tout coué, toute cette richesse en fait photographique. Je me suis vraiment, comment dire, j'ai fait un apprentissage en fait de tout ça. Et c'est un petit peu une soupe, une petite salade. C'est la qualité et le défaut des clubs photo. C'est-à-dire que c'est beaucoup de technique, mais c'est beaucoup de technique. C'est vrai. On parle que de technique, ça c'est vrai. Alors après, non, il y a aussi une part auteur. Il y a une part auteur aussi dans des clubs. Et là, on est plus dans l'aspect mental de la photo. Voilà. D'accord. Ok, il y a quand même. Ça existe. Moi, j'étais resté un peu. Non, ça existe aussi. Ouais. Un peu. Je l'avais raconté il n'y a pas très très longtemps, c'est quand j'avais reçu Gauthier, que j'avais rencontré justement quand on avait jugé le concours. C'est toi qui avais organisé. Enfin, c'est toi qui étais commissaire de ce concours, qui m'avait donc invité à juger le concours. D'ailleurs, j'avais été un poil dur avec. Je le dis régulièrement, mais oui, j'avais pas tout à fait compris le système de notation et donc j'ai été un poil dur avec tout le monde. Mais bon, après, de toute façon, voilà, au moins les messages sont passés aussi. C'est une bonne expérience aussi. C'est une super expérience de voir le travail des autres, de juger le travail des autres, de voir qu'il y en a qui trichent. Il y avait quand même un beau gros tricheur dans le tas. Et c'était assez rigolo. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça s'est terminé cette histoire, mais je pense qu'il ça s'est terminé, qu'il a été exclu en fait de la fédération maintenant. D'accord. Voilà. Ça n'est que justice parce que pour la petite histoire, il y en a quand même un qui a réussi à récupérer des photos sur Instagram qui étaient effectivement très mal imprimées. On comprenait pas trop pourquoi. On se disait quand même, il aurait pu soigner. En fait, la logique, c'était qu'il avait récupéré une photo sur Instagram qui n'était pas assez définie pour être bien imprimée. Et c'est toi qui m'as renvoyé d'ailleurs quelques jours après. Ouais. Mais je savais, cette photo, je l'avais déjà vue. Je m'étais dit, c'est marrant que ce mec-là, il soit dans ce club, truc et tout. Mais j'avais pas. Je suis retombé dessus après. Je me c'est pas le nom du même mec, c'est pas lui. Et en fait, c'est effectivement, c'est comme ça qu'on a levé le lièvre. Je l'ai dit, on se connaît par la FFPMI. Tu es un des fidèles des sorties photos que j'organise. On est devenus potes comme ça. Tu es un de ceux qui viennent tout le temps. On a un petit groupe un peu soudé qui s'est créé comme ça. Tu es investi dans le métier à plein de niveaux différents. On vient de parler du monde associatif. Du coup, je me demandais quel était ton lien avec ce monde-là, mais tu es entré dans la photo par là, et tu es devenu professionnel par ce biais-là. Tu es aussi dans le monde syndical, puisque la FFPMI est un syndicat, on n'est pas une association. J'oublie tout le temps de le préciser, mais effectivement, c'est un syndicat. T'es, en fait, je pense, l'artisan photographe, j'ai pas envie de dire dans toute sa splendeur, mais un peu quand même, tu es quand même le bon exemple de l'artisan photographe, c'est-à-dire que la photo, c'est une passion, mais par contre, quand on parle boulot, je pense que tu es très pragmatique en fait sur la photographie. Écoute, oui, je prends ce qui me vient, tu veux dire, c'est ça. Écoute, oui, j'essaie de prendre en fait ce qui m'arrive en fait devant, mais j'essaie d'y mettre un petit peu ma touche personnelle, mon œil en fait, mon regard, oui. Voilà, en fait, dans les sorties, en fait, effectivement, on se retrouve à 7-8 et on a tous, quelque part, normalement, un style différent, quoi. Un regard différent. Garde ça parce qu'on va en parler plus tard. C'est un des trucs que je me suis fait une joie. C'est vraiment, en fait, c'est bien tombé cet enregistrement-là parce qu'on a fait notre sortie photo la semaine dernière et on a tous publié nos photos dans la foulée. Enfin, on en a 4 qui ont publié leurs photos dans la foulée, dont toi et moi et Annie et Marie, donc Annie Gozard et Marie Guerre. Et c'était très rigolo de voir les photos se succéder les unes derrière les autres et justement de voir ça. Et ça, je veux saisir cette occasion pour qu'on compare nos approches de cette sortie parce que vraiment, c'était assez incroyable de voir les regards différents des uns et des autres.
Alors effectivement, moi je suis très attaché en fait à la partie fédération, en fait, à la partie syndicat pour la défense en fait du métier. Et c'est aussi pas que ça en fait, c'est aussi le partage. C'est les sorties que tu fais. Ça c'est du partage en fait entre collègues, parce que pour moi les photographes sont pas des concurrents mais des collègues, et ça j'attache beaucoup d'importance en fait à ça. J'avais eu aussi une expérience aussi syndicale avant, parce que quand j'ai monté ma boîte de prod vidéo, le jour où mon gros client en fait m'a lâché, j'avais pas la fibre commerciale si tu veux pour rebondir, et donc ça s'est arrêté direct quoi. Et j'étais plus technique en fait que commercial, et donc là j'ai dû trouver en fait quelque chose pour quand même un peu gagner ma vie. Et qu'est-ce qui pourrait en fait me faire gagner ma vie tout en essayant de faire ce que je faisais quoi, et continuer en fait à créer en fait un métier autour du contenu audiovisuel. Et ben en fait j'ai trouvé un truc, c'était taxi. J'ai fait taxi pendant 10 ans. D'accord. Et en fait ça m'a permis à me développer, à développer en fait le dialogue en fait avec les gens, à connaître les gens, et surtout très différents en fait. Et puis en plus un taxi c'est une banquette arrière, donc c'est un peu tu entends beaucoup de choses, et voilà, tu discutes avec les gens et ça ouvre énormément de choses au niveau social quoi, au niveau de la connaissance des gens. Et le portrait après m'a servi aussi à comprendre c'est en fait un taxi quelque part. Quand tu discutes avec les gens quelque part, tu fais leur portrait de la même manière que là on parle, je fais techniquement ton portrait. C'est juste pas une photo, mais en vrai c'est un portrait. C'est une écoute, et puis c'est un dialogue aussi, c'est une empathie, voilà. Il y a beaucoup de choses en fait qui m'ont intéressé dans ce métier. Je l'ai fait 10 ans parce que je pensais pas, hein. Franchement, je me suis dit non, c'est juste un passage parce que je vais continuer ce que je voulais faire. Et puis en fait, ça m'a tellement plu que j'ai continué. Et le Covid arrivant, je me suis dit ah merde, j'ai oublié ce que je voulais faire. Et là, après, je me suis mis à fond vraiment dans la photo cette fois. Et c'est là où j'ai vraiment démarré la photo. Et j'ai lâché après le taxi comme ça, et j'ai ouvert un studio après. Le studio, tu l'as ouvert quand ? C'est récent, c'était en octobre, et j'ai commencé la photo il y a à peu près, professionnellement il y a 2 ans à peu près. Et donc, comme je te disais, le côté pile la meilleure période. Oui, absolument. Mais bon, quelque part, il y a peut-être d'autres qui sont arrêtés, donc la presse aussi était. Et donc, le côté syndical, c'est ce que j'avais aussi avant, côté taxi. Et en fait, j'ai appris à connaître les gens aussi dans la défense d'une profession, et surtout face à la concurrence, si tu veux, qui était forte. Quand je dis concurrence, du coup, c'était pas mes collègues, c'était les Uber autres. Et voilà. Et voilà, donc c'était face à ça. Tu vois, et la photo, je retrouve à peu près le même truc, quoi. Il y a aussi une concurrence acharnée, surtout dans la photo d'identité, qui s'ouvre complètement. Et donc, la fédération, en fait, elle est là pour défendre tout ça. Tu n'es pas obligé d'aller aussi loin que la photo d'identité. Et on a notre Uber qui est en train de se casser la gueule. Mais on a eu notre Uber qui a essayé quand même c'est ça. C'est fini d'ailleurs. C'est terminé. C'est terminé. Ok, j'en étais resté. On peut les citer maintenant parce que c'est fini. on voit que je suis pas à l'actualité, mais effectivement, on a eu notre Uber. C'est toute plateforme en fait qui essaie de prendre plus d'argent que le prestataire. Mais quand il y en a une qui disparaît, tu en as 10 qui arrivent. Quoi, non, mais de toute façon, on est tous démarchés en permanence. Moi, j'arrête pas de recevoir des propositions d'un annuaire. Tu lis sur Résonance, sur Facebook, sur les groupes Facebook. Un qui se fait démarcher par une plateforme soi-disant de luxe qui coûte 5000 balles par an. Comment on peut demander 5000 € par an à un photographe pour faire partie d'un annuaire, quoi. Moi, je trouve ça ridicule. Et effectivement, tu as plein de trucs comme ça. Et quand tu regardes bien ces plateformes, en fait, tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de tenir le client et de capter l'essentiel des bénéfices en faisant faire le boulot à quelqu'un d'autre, quoi. Bien sûr. Ce qui est quand même... Et donc, voilà, la défense pour moi du métier, en tous les cas, entre collègues, voilà, c'est hyper important. Et pour moi, ça, c'est juste une chose essentielle, en fait, dans ma profession, en fait, c'est de participer aussi à ça. Et après, j'ai noté, alors c'est rigolo. En fait, tu me rappelles un souvenir de jeunesse. Quand j'étais jeune, j'habitais à Metz.
Donc on parle des années 80-90, il y avait un magasin photo au centre-ville. C'était un peu le magasin photo, c'était le photographe. C'est l'époque où il n'y avait pas Internet, donc en gros, tu avais pignon sur rue où tu n'existais pas réellement, quoi. Ouais. C'était peut-être dans l'annuaire, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, le photographe, c'était ce mec-là. Et tu me rappelles ça, tu allais acheter des pellicules, il y avait une personne qui en même temps te vendait un appareil photo, te vendait ton matos, te montrait les portraits, te tirait les portraits, faisait des photos d'identité, faisait tout en fait. C'était le photographe de la ville. Et toi, j'ai l'impression que tu as un peu cette approche qui est en même temps le professionnel qui va faire des trucs pragmatiques pour gagner sa vie, le passionné en même temps qui va parfois peut-être même mettre un peu la passion de côté sur la partie boulot, mais qui va la garder, la flamme, pour sa vie à lui, quoi, pour ses choses à lui. Tu me rappelles un petit peu ça, non? Absolument. Et là, je suis totalement en accord avec toi. J'ai aucun problème avec ça. Ouais. L'artisan, oui, j'ai fait du commerce en fait. Tu sais, à la Fnac, en fait, j'étais dans la qualité de service, en fait, dans l'approche client. Et pour moi, la demande client en fait était essentielle en fait pour continuer en fait ton activité. Donc non, pour moi c'est essentiel en fait de toucher un peu tout le monde. Le taxi, pareil, j'avais aussi différentes clients, différentes clientèles. Ça allait du SDF au politique, hein, à la star aussi. Enfin voilà, c'était vraiment des personnes très éclectiques. Donc j'aime en fait m'entourer en fait de tout ça, de toute cette richesse en fait de compétences. Juste un petit truc aussi, je voudrais rajouter. Vas-y. Quand j'étais taxi, en fait, je t'écoutais en fait. Et j'écoutais, parce que quand tu roules, tu écoutes soit de la musique quand tu es avec quelqu'un, ou alors. Mais j'écoutais tes podcasts, et c'est ce qui m'a déclenché quelque part un petit peu le passage professionnel. Écoute, la mission accomplie alors. Merci, Merci à toi. Merci beaucoup en tous les cas. Et donc j'ai écouté, je me suis dit, elle est géniale, géniale. Et là que tu m'invites aujourd'hui, franchement, juste merci. Mais moi, c'était une évidence. En vrai, il y a plein de profils. Moi, je trouve ça extraordinaire. En fait, il y a plein de profils. Il y a plein de gens qui osent peut-être pas des fois. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai du mal à comprendre. Aujourd'hui, peut-être à une époque, j'ai eu ces problèmes-là aussi. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre qu'on se lance pas dans quelque chose qu'on aime. J'ai un confort que tout le monde n'a pas aussi, hein, on va pas se mentir, mais quand tu as envie de faire quelque chose, il faut foncer, et ça me fait super plaisir en fait de me dire que tu as entendu ça avant de te lancer, et qu'à un moment tu t'es dit pourquoi pas, quoi. Mais carrément, parce que c'est tout le but du podcast, c'est deux choses. C'est allez-y, foncez les mecs, c'est un super boulot, ça existe, et c'est passionnant, et c'est fabuleux, c'est une aventure humaine extraordinaire quand on y va, et c'est élargissez un petit peu votre horizon aussi. C'est-à-dire, et c'est un des trucs que j'aime bien dans ton profil, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles au départ je me suis dit un jour je t'inviterai, c'est que tu t'as pas. Parfois, moi, je vais me mettre certaines limites. Par exemple, la photo de boudoir, je ne ferai pas ça parce que je ne sais pas faire. Je pense que je ne serai pas à l'aise. Du coup, j'ai pas hyper envie. Mais toi, tu vois, tu vas faire ça. Et quand je dis souvent, intéressez-vous à ce que font les autres, moi, je ne pourrais pas en faire, mais je pourrais en parler. Par contre, il y a peut-être des choses à prendre. Et je trouve ça génial. Et du coup, ça me fait hyper plaisir en fait que tu me dises, je t'écoutais avant d'être photographe. C'est quand même ça, je ne savais pas. Je découvre. Et oui. Et puis, je suis sûr qu'il y a des personnes qui t'écoutent aussi, qui se disent, je vais peut-être faire le pas, j'hésite. Mais bon, c'est un métier effectivement passionnant, enrichissant, tout ce que tu veux, qui prend beaucoup de temps par contre. Et ça, il faut avoir les nerfs accrochés quand même. Parce que bon, même si taxi c'est dur, c'est compliqué parce que c'est des gros horaires. Là, c'est jour et nuit pour moi. On en parlait avant. Tu viens là, quand tu pars, je fais une petite sieste parce que j'ai pas dormi l'année dernière. Après, je pars sur un job. Demain matin, je rends le job. Jeudi, je repars sur un job. Vendredi matin, j'ai un job. Vendredi soir, j'ai un job. Samedi journée, j'ai un job. Mais c'est tellement enrichissant aussi de découvrir des personnes aussi différentes. C'est pour ça que tu vois, j'ai en fait une activité assez large parce que je rencontre des personnes différentes et ça m'enrichit beaucoup. C'est ce que je trouve passionnant en fait, c'est de parler avec les gens au final. Ça, on va en parler parce que tu as une facilité là-dessus. Mais en tout cas, voilà,
Voilà, je t'avais dit que les fois les intros duraient longtemps, on est à 23 minutes. Je ne croyais pas. On va passer à la partie interview proprement dite. Donc là, l'ascenseur, il est parti. Là, on est déjà au 27e étage. Je pense que Steve Jobs est au paradis, tranquillou. J'espère qu'il y est. Les 4 premières questions de l'interview, c'est toujours les mêmes. Quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi? Écoute, je te l'ai amené. Comme je connais ton podcast, tu vois, je connaissais les questions et je te l'ai amené. Je vais voir ce que c'est ce livre. Il s'appelle Humanum et c'est un livre de Jeff Guillot. Qui est un petit photographe, c'est un photographe. C'est un photographe, ouais, c'est un bon photographe, très bon photographe. Il n'a pas, si tu veux, de la stature, effectivement, comme tu disais, d'un Salgado. Personne n'a la stature d'un Salgado à part Cartier-Bresson, mais bon. Voilà. Mais il a fait un projet, un livre sur le travail humain. Voilà. Encore une fois, ça touche à l'humain, donc c'est son titre en fait en même temps. Humanum. Je ne sais pas s'il va être encore édité. Mais en tous les cas, c'est un projet d'une personne qui avait l'idée de partir, d'une matière. On va dire la matière, par exemple l'or. L'or, le parcours de l'or. Aller le chercher en fait dans les mines, le travailler et le vendre. Et tout ça, ce sont en fait la chaîne en fait du parcours en fait de la matière dans les mains des artisans, des mineurs, des tailleurs, de ceux qui font le bijou, et puis la vente après, la star. C'est le côté bling bling après de la matière. Et donc il a fait sur l'or, il l'a fait sur la soie. Et puis le troisième, je ne sais plus, il faudrait ouvrir le livre, mais voilà. On regardera ça ensuite. Mais voilà, ça, et donc il raconte, alors les photos sont justes, mais à tomber, c'est en noir et blanc, tout ça, mais c'est un traitement, mais... Enfin, moi, j'adore, quoi. Et c'est un mec adorable. D'ailleurs, ça fera partie des recommandations. Des recommandations que on va le noter. On va le garder pour un petit peu plus tard, mais effectivement, au moins tu vas retrouver le nom rapidement. Le livre est devant toi. Ouais. Ça me fait penser à un truc. J'ai vu passer le Kickstarter de Louis Brunet il n'y a pas longtemps, que j'ai reçu il y a quelques temps au podcast, qui a fait un livre. Alors j'ai pas les détails exacts en tête parce que je l'ai vu passer rapidement et je me suis dit il faut que j'y revienne. Donc j'ai un signé, mais comme t'en parles, ça m'y fait penser. Je mettrai le lien aussi de ce livre-là parce que ça a l'air d'être un beau projet, un beau bébé, et j'encourage tous les gens à aller jeter un petit coup d'œil et soutenir un collègue photographe parce qu'il le mérite. Il fait du très beau travail. Et je sais, connaissant la personne et l'ayant rencontré, je sais le souci du détail qu'il a dû mettre dedans. Et je pense que ça vaut le coup de regarder. Et là, tu vois, tu parlais d'artisanat, mais là, c'est vraiment le thème, quoi. Ouais. C'est vraiment l'artisanat dans tous ses états, du début à la fin. Ce qui doit être assez intéressant, c'est justement de voir le mec qui extrait l'or et le consommateur à la fin. Je pense que le contraste doit être assez... assez dément. Surtout dans la photo des mains. Ouais. En fait, il a photographié beaucoup les mains de ces personnes-là. La main, c'est le principe de l'artisanat, quoi. Ouais. Donc, d'un côté, tu as les mains usées qui creusent, et puis de l'autre côté, tu as la main manucurée qui porte. C'est ça. Ok, bonne suggestion. On va regarder ça d'un petit peu plus près quand on aura fini d'enregistrer. C'est quoi être créatif ? Alors, créatif, pour moi, ça allait vers l'inconnu, un petit peu. Enfin, c'est créer, enfin, c'est réaliser, c'est aller vers l'inconnu et réaliser ses rêves, un peu ses pensées, se projeter un petit peu, oui, sur quelque chose que tu penses et que tu réalises. Voilà, c'est la partie pense, la partie réflexion et réalisation. Donc, c'est de se lancer, en fait. Ouais, et puis partir dans des domaines complètement nouveaux, quoi. Ouais, c'est l'aventure, la création. Ouais, c'est un bon résumé. L'aventure, ça me parle bien. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? Alors, ce qui me fait déclencher, à une époque où j'étais en vidéo, c'était l'angle de vue, trouver des angles de vue. Alors, je suis un fan, en fait, de cinéma.
j'ai été bercé par des cinémas un petit peu genre, je sais pas si tu connais Creepshow, les cinémas un petit peu George Romero, Les tu films un vois, peu gore, un peu d'horreur, gore, un peu voilà. Et j'ai trouvé, il y avait toujours et David Lynch aussi, j'adore. C'est les angles très extrêmes, très Voilà, bas, voilà, avec les voilà. mouvements de caméra, genre Evil Dead, où Voilà, t'as le. c'est Ouais, ça. Ouais. tout à fait. Et je cherchais tout le temps en vidéo à faire à reproduire un petit peu ce genre d'angle. Donc c'est effectivement ras du sol, c'est des choses comme ça. Et donc, ce qui me fait déclencher, c'est un peu ça aujourd'hui aussi en photo. J'essaie de trouver des angles. D'ailleurs, je dirais pas que c'est un ami, mais on a une connaissance commune, Éric Bouvet par exemple, qui, dans un documentaire, je l'ai entendu en fait dire, bah, tu vois, là-bas, là, il y a tous les photographes de presse, quoi. Ils font tous la même photo. Ouais. Et ben, il suffit juste de se décaler un petit peu et tu fais autre chose, quoi. Tu prends un autre angle. Voilà, c'est un petit peu ça ce que je cherche en fait dans ma photo, c'est de trouver un angle plus original en fait que la photo traditionnelle. C'est rigolo parce que tu as de la street photographie sur ton site et justement j'avais remarqué que tu étais très souvent au ras du sol. Oui, peut-être. Ouais. C'est assez fréquent et justement il y en a une, ça a failli être la photo dont on parle, où tu es. Alors tu n'es pas aussi bas que sur l'autre. Oui, parce que je peux plus me baisser maintenant. Tu es relativement bas, il y a un mec comme ça qui est en train d'avancer de dos, qui est assez costaud et du coup il fait presque peur parce que justement t'es bas et ça, il fait très mastoc et t'as l'impression d'être derrière Jack l'Éventreur qui est en train de se balader dans les rues de la ville. C'est assez rigolo de remettre ça en perspective avec ce que tu viens de dire. Pas mal. C'est quoi une bonne photo? Alors, c'est pas une photo, pour moi, c'est pas une photo techniquement irréprochable. Elle peut être floue, elle peut être. Donc c'est pas une photo irréprochable en fait. Et c'est en fait une photo, pour moi il y a une photo de Patrick Chauvel, tu vois. Donc un photoreporter qui a fait une photo au Liban en 84. C'est un tank en fait de l'armée libanaise qui tire en fait, alors c'est de l'armée libanaise chrétienne qui tire en fait sur les milices musulmanes dans le centre-ville de Beyrouth. Et il y a un chat en fait qui passe devant le char. Tu connais? Je vois pas cette photo. Et donc c'est un chat qui passe donc de religion indéterminée. C'est ce qu'ils mettent en fait dans la légende et qui fuit en fait les combats. Donc c'est l'histoire de ce chat en fait. D'accord. Ah oui, vois. Effectivement. Ouais. La photo est pas au top, mais je trouve que voilà, il dégage quelque chose. Même, non, mais techniquement, de toute façon, c'est la photo reportage. Il faut que, mais voilà, c'est pas forcément du piqué, c'est pas forcément, mais voilà. C'est pas la perfection technique, c'est qui raconte une histoire. Quelque chose, ouais. Voilà, okay. C'est surtout ça. Patrick Chauvel, je crois qu'il y a eu un bouquin RSF, tu sais, ils font tous les 3 mois. Un livre qui doit coûter une dizaine d'euros où ils reprennent le portfolio d'un photographe et il y en a eu un sur lui. Je crois que c'est un des rares que j'ai pas. À l'époque, j'ai dû passer devant, je me suis dit j'achèterai plus tard et puis je l'ai pas retrouvé après, mais du coup je vais me remettre en quête parce que celle-là elle doit en faire partie, je pense. Mais les photoreporters pour moi c'est juste magique. Moi je suis très admiratif, par contre jamais de la vie je peux faire le quart de ce qu'ils font. J'en ai rencontré quelques-uns maintenant. Quand tu discutes avec Olivier Labon-Mattei ou avec Éric Bouvet, qui te racontent leurs histoires, tu te dis mais comment tu peux faire ça? Je pense qu'il faut. C'est vivre entre les balles. Et ça, quand j'ai écouté Éric Bouvet raconter son expérience sur la place Maïdan, donc en Ukraine, sur la révolution là, donc avant la guerre, il était vraiment entre deux feux, quoi. Et donc de toute façon t'attends, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est dangereux, quoi. Comment quand tu as des enfants, quand tu as une famille, même quand tu n'as pas, tu tiens à ta vie, quoi. Ouais, bien sûr. Puis tu vois, il y en a, ils ont perdu des proches, comme ça. Mais je comprends aussi ce risque de revenir avec des images qui racontent l'histoire. Voilà. Oui, ce besoin en tout cas d'aller, qu'il faut bien que quelqu'un y aille en fait. Et ça, franchement, moi, j'aurais été plus jeune, franchement, ça m'aurait fait vibrer. Moi, je pense que j'aurais jamais pu aller faire un truc comme ça, mais bon, en tout cas, il faut bien que quelqu'un le fasse et j'admire ceux qui le font. J'ai coupé l'interview en 3 parties. La première, c'est ton côté touche à tout. La deuxième, c'est ton côté passionné. Et la troisième, on va comparer nos regards. On en parlait tout à l'heure et c'est une opportunité extraordinaire justement de faire ça. Donc on va la saisir. Mais la première,
partie, c'est ton côté touche à tout. La règle plus ou moins établie aujourd'hui, en tout cas si tu demandes des conseils, si tu vas même me voir moi à la FFPMI, peut-être pas moi, mais en tout cas la plupart des gens à la FFPMI, demander qu'est-ce que tu dois faire pour te lancer en tant que photographe, à peu près tout le monde va te dire qu'il faut se spécialiser. Donc tu fais du portrait, ou tu fais du studio, ou tu fais du mariage, ou tu fais ci, ou tu fais ça. Mais tu fais un truc bien précis et tu n'en dévies pas pour faire ta com. Toi, tu as 3 sites distincts. Déjà, j'ai noté alors mariage, corpo, auteur, boudoir, street photographie, projet artistique. Tu fais même de la restauration d'images anciennes quand on va creuser un petit peu plus loin. Comment tu concilies toutes ces casquettes qui n'ont pas forcément de rapport entre elles? Alors évidemment, il y en a qui diront touche à tout et c'est rien faire, quoi. Mais en fait, moi, je ne peux pas rester en fait dans une case. Je m'embêterais assez rapidement. Et comment je concilie tout ça en même temps? C'est dur, là, j'en peux plus. Là. Ouais. Entre le pro, corpo, effectivement, le studio, les déplacements, les mariages, et puis la post-prod après. Et puis après, il y a quand même longtemps que j'ai mis aussi de côté ma photo perso, en fait, Ouais. côté pro. C'est pour ça que je suis content de faire tes sorties, parce que voilà, ça me libère un petit peu de ça. Et je retouche un petit peu à ça. Mais sinon, ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait, en fait. Et comment je concilie tout ça, franchement, c'est un peu le bordel dans ma tête aussi, des fois. C'est un vrai grand écart compliqué à gérer quand même. Donc peut-être tu les as, mais peut-être à un moment tu vas rationaliser un peu tout, non? Alors, pourquoi 3 sites distincts? Parce que je voudrais pas, si tu veux, que quelqu'un qui recherche un mariage tombe sur des photos auteurs, voilà, un peu dénudées par exemple, choses comme ça, ou avec une croix, enfin avec je voudrais pas qu'il y ait des mélanges en fait, et que la personne ait peur en fait de se retrouver avec un photographe un peu décalé, quoi, des fois. C'est marrant que tu dises ça parce que moi je pense l'inverse justement. Je veux que les gens qui n'ont rien à voir avec moi aient peur et s'en aillent. Et il me reste que les trucs. C'est un des. Ouais, c'est peut-être une réflexion. Non, mais il y a 1 an de ça, par les groupes Too-Man, tu sais, de la formation Too-Man New, un des formateurs intervenant dans la formation est de passage à Paris et me poste un message sur le groupe en disant je suis de passage à Paris, est-ce que quelqu'un pourrait me faire une séance avec ma femme, tu vois? Et donc, on n'est pas beaucoup à Paris en réalité, dans Paris même. On n'est pas si nombreux que ça, et donc mon nom revient. Et je lui envoie mon Instagram, et ce mec-là me dit, mais en fait, elles sont où les photos de mariage? Parce qu'effectivement, mon Instagram, c'est un peu de mariage, un peu de corpo, un peu de street. Et puis, comme le mariage, j'en fais pas tant que ça en réalité, c'est un peu plus de street et un peu plus de corpo que de mariage, et même beaucoup plus de street que de reste, parce qu'en fait, le corpo, je n'ai pas toujours le droit de publier des images parce que c'est des fêtes d'entreprise, et que les gens n'ont pas forcément envie qu'on les voit faire la fête dans un environnement professionnel. Donc en fait, au final, j'ai beaucoup de street et un petit peu du reste. Et donc ce mec-là me dit, mais où est le mariage, où est le couple? Et je lui dis, mais en fait, je suis un street photographe qui fait de la photographie professionnelle par ailleurs, plus que l'inverse. Et donc il m'a pas engagé. Mais en fait, c'est qu'il ne devait pas m'engager. Par contre, j'ai des gens qui m'appellent parce que je fais de la street, parce que j'habite dans le 16e, au Pont Mirabeau, et qu'un de mes coins préférés pour faire de la photographie, c'est les tours de Bougrenelle. Et en fait, là, j'ai signé 2 mariages de gens du quartier qui m'ont engagé littéralement pour mon Instagram parce qu'il n'est pas comme les autres. D'accord. Et ça, c'est mes clients parfaits. Et quand je te dis c'est mes clients parfaits, je viens de vivre la cliente pas parfaite avec qui je ne suis pas super compatible. Et quand tu as oublié, quand tu as mal fait ta déballe, tu le payes cher derrière à rattraper des conneries. Là, pour le coup, j'aimerais que cette cliente-là aille sur mon site et dise non, c'est pas le mec pour moi, et ne m'appelle pas. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je trouve que de mélanger tout, justement, c'est une personnalité.
Alors moi je mélange effectivement tous les domaines de mon activité propre, mais par contre je mélange pas les styles. Quand je fais du mariage, je reste dans un style mariage, Ouais. avec mon style propre, Ouais. mais que j'ai construit, mais je reste dans ce style-là. Je vais pas faire, comment dire, une mise en scène. Quoi que ça commence à m'arriver un petit peu. Un mariage boudoir, ça aurait de la gueule quand même. Ouais, voilà, ouais, la ouais, nuit de noces. carrément. Ouais. Voir, tu sais, le clown de ça. Ouais. J'en ai fait une d'ailleurs. Voilà, ça c'est des petits trucs qui me rappellent un petit peu le cinéma. Ouais. Et ça, ouais, j'adore, quoi. Mettre en scène comme ça, j'adore. Mais pour l'instant, non. Je me contente de faire De un cloisonner style un peu quand mariage même. pour pas faire peur aux gens, parce que mon activité, en fait, elle est assez jeune, Ouais. quelque part. Oui, donc ça peut évoluer aussi. En fait, Ouais. t'as un peu lancé dans toutes les directions. Tout à fait. Et tu vas voir ce qui accroche et peut-être ce qui va rester. À un moment, il Voilà. faut choisir. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut toujours piocher au même endroit pour trouver de l'or. Ouais. Voilà, si tu pioches partout, tu trouves rien. Ouais, peut-être. Mais bon, moi, je peux pas m'empêcher de piocher partout. Non, mais moi, c'est tout à fait compréhensible. Après, je suis le premier à dire. Mais c'est voilà, peut-être une erreur. Hein. Mais bon, Je- je m'épuise par contre, oui. Ouais, ça, par contre, je veux bien te croire. C'est qu'effectivement, quand tu es sur plusieurs trucs, moi, ce qui est en train de m'arriver là, c'est le corporate la semaine et les mariages le week-end et les événements privés le week-end. C'est Où épuisant. effectivement, à un moment, en fait, je pense que je vais être obligé de choisir l'un ou l'autre. Ouais. Parce que c'est la semaine ou le week-end. Mais les deux. Et voilà, ouais. Je pense qu'en fait, ça, c'est le thème qui va te choisir quelque part. Si tu as plus de mariages ou plus de corpos, ben voilà, tu vas partir peut-être plus dans ce thème-là, de fait. Mais pour moi, quand même, c'est rester photographe. Moi, je suis plus dans l'idée que ce que tu montres va choisir ce que tu fais. Aussi. Ouais. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas peur de montrer des trucs très différents et très pas forcément liés. Et en fait, la personne qui arrive à faire le lien, elle a le même esprit que moi. Et ça, c'est. Bon, après, voilà, ça fait 12 ans et que après, je fais ça. Ouais, et après, il y a aussi des photographes qui mettent en avant leur personnalité. Ouais. Je comprends aussi tout à fait ça. Moi, j'ai longtemps, en fait, me suis caché longtemps derrière la technique et derrière ma photo. J'avais du mal, très introverti, très aussi timide. C'est pour ça que je fais de la radio aussi, parce que pour me développer un petit peu ça. C'est des profils, de toute façon, c'est toujours les mêmes profils. Hein. C'est des gens qui, dans le fond, sont super chaleureux, sont super sympathiques, qui ont plein de choses à donner, mais dans la surface, ont un peu plus de mal à sortir. Complètement, oui, complètement. Donc le côté me mettre en scène, c'est vraiment très récent. Tu vois, se faire prendre en photo aussi pour un photographe, c'est pas très naturel. Et on a beaucoup de mal, en fait, tous à faire ça, à passer devant. Mais c'est hyper enrichissant aussi de comprendre aussi la difficulté qu'a le client à poser, quoi. Donc il faut l'aider, il faut tout ça. Et plus t'en fais, je m'aperçois qu'en fait, plus t'aimes ça, quoi. Donc ça commence à venir petit à petit, mais bon, peut-être qu'à un moment, je ferai le switch et je me dirais, voilà, allez, je mélange tout et c'est moi. Voilà. Ok, moi je dis toujours faut y aller, donc voilà, en avant. Je vais glisser ici la photo d'identité parce qu'on en parle à chaque fois qu'on se voit. En fait, ça me fait marrer, mais le photographe qui fait de la photo par amour de la photo va forcément se demander ce que les photos d'identité viennent foutre ici. Donc je voudrais que tu nous en parles et que tu nous expliques un petit peu ton point de vue, parce que toi t'en fais pas mal, il me semble. Ouais, enfin pas mal. On est sur rendez-vous, on n'a pas pignon sur rue au niveau du studio, on est voilà, en fond de cours. Alors je dis on parce qu'en fait je partage le studio avec une autre photographe qui s'appelle Michel Gabé. Et donc on partage, en fait, c'est bien en fait de partager aussi, voilà, le côté charge, le côté planning aussi, ça permet de soutien moral aussi, de se soutenir, ouais, tout à fait, ouais. Ça c'est vraiment bien. Alors, encore une fois, tu vois, pas de concurrence, on est vraiment collègues et on se soutient en fait dans tous les domaines, que ce soit juridique ou d'ailleurs aussi à la FFPMI. Donc voilà, on se soutient là-dessus. Donc voilà, c'est un studio qui est récent, depuis octobre. Et évidemment, pour faire connaître le studio, on a fait de l'identité, et surtout l'identité bébé, ce qui n'est pas très courant non plus, ce qui peut paraître difficile. Mais en fait, les bébés, jusqu'à 1 an, c'est cool. Après, c'est plus compliqué, quoi. Ça bouge dans tous les côtés. Et là, c'est plus compliqué de faire une pause identité. Mais voilà, en fait, on a choisi de faire ça aussi pour faire connaître le studio, pour montrer aussi ce qu'on sait faire, pour montrer les cadres, puisqu'on a fait un choix aussi de décorer le studio avec du laminamarque.
Et donc on a plein de cadres à montrer. Et souvent, quand les personnes attendent la photo d'identité, vous faites ça, super et tout, c'est beau. Et voilà. C'est un produit d'appel en fait. Exactement, Ça rapporte sûr, un peu de sous aussi en passant, parce qu'une photo d'identité, c'est 10 minutes. C'est de la pub gratuite en fait, enfin qui te paye en fait. C'est de la pub rémunérée. Exactement. Ouais. Tu te fais rémunérer et tu fais ta pub en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, comme dit la FFPI, oui, c'est vraiment un secteur qu'il faut garder dans la profession, parce que ça s'ouvre beaucoup à d'autres domaines. Oui, c'est vrai que, alors c'est pourquoi on en parle assez fréquemment aussi, c'est aussi que c'est un des chevaux de bataille de la FFPMI, de dire qu'il faut qu'on fasse de la photo d'identité. C'est vrai que quand tu arrives là-bas, que c'est pas ton boulot, que tu n'as pas de studio, que tu n'as pas de trucs, et que tu vois tous ces gens qui font de la photo d'identité, certains qui font de la photo d'identité chez eux. C'est-à-dire, en gros, tu fais venir des gens chez toi et tu leur fais la photo d'identité dans ton salon. C'est surprenant, cette discussion, la première fois que tu l'as. Et en fait, quand on t'explique, effectivement, c'est une des prérogatives du photographe, c'est vrai, c'est logique, mais en fait, maintenant, il y a des photomatons partout. Il y a, je pense, tous les taxiphones qui doivent s'y mettre. Tu dois avoir des bureaux de tabac qui doivent s'y mettre. Enfin, tu as plein d'endroits qui n'ont rien à foutre. Il y a Orange. Dans ça. Orange aussi, ouais. Et tu as plein d'endroits qui n'ont pas réellement de légitimité à le faire, qui le font. Et c'est vrai qu'il y a un combat à le récupérer, au moins à ne pas se le laisser arracher de chez les photographes. Mais c'est assez marrant aussi de voir que finalement, il y a une vraie utilité à ça, autre que la photo en elle-même. C'est vraiment la publicité, en fait. C'est l'entrée, la porte d'entrée, vraiment, de ton client, que tu auras aussi pour autre chose. Nous, on a eu des projets grâce à ça, en fait. On a rencontré des gens et puis on a développé d'autres projets corporate ou même personnels, en famille. Ok, bon, ça apporte quand même quelque chose. J'ai entendu même des histoires, ceux qui sont souvent dans les zones à fort passage, ça paye largement le loyer. Oui, j'ai entendu ça aussi. Mais on a dû entendre la même, on n'est pas un franc passage, nous. Ouais, d'accord. Non, mais bon, c'est important aussi, parce que finalement, ça peut aussi jouer quand tu fais un studio et que des fois, faut mettre un peu d'argent pour avoir un emplacement. Te dire que tu as la photo d'identité qui peut payer cet emplacement, parce qu'une photo d'identité faite par un professionnel, ça doit être quelque part entre 15 et 30 euros. Et c'est surtout très rentable. Ouais. C'est très rapide à faire. C'est très, c'est quand même très rentable comme activité. Je sais plus ce que je voulais dire. On parlait de payer son loyer. Oui. Oui, ça se fait vite, et en fait, en temps passé, c'est rentable, quoi. Absolument. C'est sûr qu'à une vingtaine d'euros la photo d'identité, si tu en fais 10 par jour, l'air de rien, c'est pas non plus, c'est pas, ça se refuse pas, quoi. C'est ça. C'est vrai que ça paye le loyer. Ok, j'en ferai pas plus qu'avant, mais parce que moi je suis très très démarché aussi pour ça. Comme on n'est pas nombreux photographes dans le 16e, dès qu'il y a quelqu'un qui cherche une photo d'identité, ils tombent tous sur moi. Donc j'ai repéré où étaient les trucs, je les oriente dans la bonne direction maintenant. Mais... Et tu te rends compte tout ce que tu as perdu là? Non, parce que tu m'imagines faire venir des gens. Parce que dans le quartier, quelque part, c'est aussi ta clientèle pour autre chose. Ouais, c'est trop compliqué pour moi à gérer. C'est déjà parce qu'il y a des abonnements et des trucs aussi par rapport au. Ouais, c'est vite amorti, ça. J'imagine bien. Enfin bon, en tout cas, voilà, je sais pas, peut-être je te dis ça et puis dans 2 ans, j'en fais des tonnes, parce qu'en fait, je me rends compte que je suis appelé tous les jours, ce qui est pas loin d'être le cas. Ouais. Mais voilà, je sais pas, ça me chauffe pas plus que ça pour l'instant. On verra. Le deuxième aspect dont je voulais discuter avec toi, c'était le côté passionné. On l'a dit un peu plus haut, tu es investi à plein de niveaux dans la promotion de la photographie, donc la FFPMI, le studio avec multispécialité, tu fais de la photographie de reportage aussi, du portrait en environnement, tu fais de l'encadrement club amateur, tu es commissaire dans les concours, tu organises des conférences. On parlait d'Éric Bouvet, tu l'as rencontré en organisant une conférence avec lui dans ton club justement. C'est quoi ton rapport personnel à la photographie? Au-delà du boulot, on a vu que dans le boulot, tu pouvais être très pragmatique et aller là où il faut aller. Au niveau personnel, dans ta pratique personnelle de la photographie, c'est quoi ton rapport à ça? Mon rapport à la photo... À la photo, toi, en fait, ton intérêt personnel dans la photo. Mon intérêt personnel... c'est souvent de découvrir, enfin dans ma photo perso, c'est souvent de découvrir en fait des choses, d'aller
vers de l'inconnu, comme je disais tout à l'heure, dans la partie créative, par exemple, vraiment dans l'inconnu. J'aime partager aussi, c'est pour ça peut-être que je suis dans un club. J'aime faire découvrir des gens. Alors tu vois, tu les fais découvrir via le podcast pour un large auditoire, voilà. Et moi, j'essaye de faire découvrir des photographes aussi à l'intérieur du club. Et donc Éric Bouvet a eu la gentillesse en fait de venir effectivement montrer un petit peu tout ce qu'il sait faire. Voilà. Ça, et puis c'est des choses que tu n'as pas l'habitude de voir dans un club, quoi. Donc voilà. Écoute, mon rapport, oui, c'est plutôt de la découverte, du partage. J'essaie de trouver un petit peu de créativité, de me faire plaisir surtout. Ça, c'est essentiel. Mais ça me dévore encore de l'énergie, c'est fou ça. Et tu vois, tu parlais aussi de diversification, c'est ça, de diversité plutôt, on va dire. Voilà, de diversité en photographie. Et ben on s'est fait aussi un petit peu de l'argentique aussi tous les deux. Oui, mon Dieu. Et donc, avec une petite déconvenue pour moi, en tous les cas, parce que j'avais mis la péloche à l'envers. Tu vois, moi, j'en ai pas honte, hein, je vais le dire. Voilà, la péloche est à l'envers, je suis désolé. Mais et effectivement, quand j'entends Éric Bouvet dire si encore la photo argentique existait, il y aurait peut-être un peu moins de photographes. Ça, c'est certain. Voilà, écoute, ça se réapprend. Alors moi j'ai appris avec l'argentique, j'en ai fait de l'argentique dans les années 90. J'ai jamais développé de photos parce qu'à la Fnac c'était facile pour moi de déposer ça au labo et voilà, tu te débrouilles. Je la payais pas cher en plus, donc c'était voilà. Et pour le coup j'ai jamais développé quoi. Mais donc ouais, l'argentique. Alors l'argentique en fait, la péloche à l'envers, oui, c'était sur quand même faut le dire, hein, c'était sur un Rolleicord. Donc c'est pas l'appareil le plus facile du monde à charger. On parle pas d'une pellicule 35 mm voilà. facile à charger. Donc oui, voilà, je me suis planté de côté et puis ça tournait dans le vide. Ça fait des bonnes blagues, on en reparle régulièrement. Absolument. On en rigole bien après. Enfin, on parle de l'argentique. Moi, j'ai fait toute une pellicule où j'ai pas été foutu de faire la mise au point dès que le sujet était un peu éloigné de moi, tu vois. Donc c'est quand même c'est des réflexes que tu prends et que tu apprends, mais ça s'apprend réellement. C'est pas, on est tellement habitué à la facilité de la photo numérique aujourd'hui où ta mise au point elle se fait toute seule. Tu peux rattraper n'importe quoi. Bien sûr. Mais n'importe quoi. J'ai fait une sortie vélo l'autre jour. Tu vois, moi j'ai d'autres centres d'intérêt aussi. J'ai un petit vélo pliable qui s'appelle un Brompton. Il y a un magasin à Paris. Il y a le Big Boss Brompton Monde qui est venu fêter le millénium vélo. Donc on a fait une ride dans Paris et tout. Et j'ai pris mon appareil photo avec. J'ai super, je vais faire plein de photos. J'ai pas fait attention pendant que je roulais. Tu sais, c'est des petits Fuji X100V. Et tu as la molette d'exposition, de correction d'exposition qui est accessible. En fait, j'étais en mode semi-automatique et j'ai pas regardé mes photos. Tu sais, je suis avec le viseur et tout. J'ai pris plein de photos. Elles étaient toutes ultra sombres parce que ça s'était mis à -2. Donc, sur un argentique, j'étais foutu. Il n'y avait pas de truc. Là, sur le numérique, j'ai réussi à tout rattraper. Bien sûr. C'est quand même magique, quoi. Avec le suivi à l'œil en plus, tu n'as plus de problème de mise au point. C'est impressionnant. Alors là, sortir un petit Rolleicord ou Rolleiflex, Rolleiflex. Rolleiflex ou Rolleicord, enfin, c'est en fait, il y en a eu plusieurs en fait, et Rolleicord, Rolleiflex, je crois. Mais c'est le même produit en fait, c'est avec une visée à la Viviane Mayer. Donc voilà, au niveau du ventre, avec le miroir, et tout est à l'envers. Non, c'est marrant. C'était réputé pour être des appareils très très compliqués à maîtriser parce que déjà tu vises à l'envers, faut bouger dans le bon sens, ça demande déjà une certaine habitude. Mais c'est sympa de ressortir ça aujourd'hui et de s'exercer à ça. Je pense que beaucoup de photographes aussi qui n'ont pas connu ça, ça serait intéressant aussi de venir vers ça. Ça te réapprend aussi à être patient. C'est-à-dire que j'ai beau shooter en numérique maintenant, je shoot très peu en argentique en réalité, je le fais un petit peu pour le fun de temps en temps. Mais par contre, je me suis rendu compte que sur le numérique, ça m'a réappris à être patient au moment des photos. Là, j'ai dans la foulée de cette sortie photo qu'on a faite avec les appareils argentiques, j'avais une conférence et tu sais, les conférences, le mec il est sur la scène, tu prends ton truc, tu fais 15-20 photos, tu es sûr de l'avoir une fois avec les yeux levés, une expression à peu près potable, tu passes à un autre endroit, tu en fais 15-20 et en fait, la fois d'après, je me suis dit, je vais pas faire ça. Je vais vraiment viser le moment. Réfléchir. Le truc. Et j'avais fait un truc où je
je donnais 1 euro. En fait, mes gamins ont regardé les photos avec moi après. Et je leur donnais 1 euro à chaque fois qu'il avait les yeux baissés sur la photo. Ça me forçait à réfléchir. Et je leur ai donné le premier jour 48 euros. D'accord. Quand même. J'en fais beaucoup des photos sur 3000 dans la journée. C'était pas cher payé. Mais ouais, il y a quand même une vraie réflexion. Ça te force à te dire que tu peux le faire et que tu n'es pas obligé d'avoir la version fainéante de je fais 15 photos. C'est ça. Ouais. Et c'est bon, quoi. Et souvent, moi, quand je pars dans un mode rafale, souvent je tombe à côté à chaque fois, quoi. Et j'arrive pas à reprendre le pas, si tu veux, sur l'instant. Ouais. Et effectivement, se calmer, se poser et se dire bon, je vais regarder mon sujet cette fois et je vais bien le prendre quand il faut. Voilà, ça c'est une réflexion qu'il faut avoir aussi. Ça. C'est la réflexion qui est belle en fait, parce qu'en même temps, si tu fais pas ça, est-ce que tu fais vraiment attention à ton cadre aussi? Est-ce que tu as toute la réflexion qui va avec derrière? C'est-à-dire que prendre plein de photos... mais c'est tellement facile aujourd'hui que... c'est trop facile, mais le problème, c'est que tu as plein de professionnels, je mets des guillemets, qui fonctionnent comme ça. Et ça marche. C'est ça qui est flippant. Alors des fois, moi, je me dis, non, stop, tu te calmes et tu réfléchis à ta prise de vue. Surtout, tu réfléchis à ton sujet. Ouais. Voilà. Moi, je me dis, t'es pas payé pour faire ça. T'es payé pour faire les choses proprement et réfléchir. Ouais. Mais ouais, c'est marrant, tu vois, on parlait de variété. Je m'étais noté, tu as des pratiques personnelles très variées où tu vas parfois assez loin dans l'investissement personnel. Par exemple, série Renaissance, où tu recrées les modèles qui ont servi au statut. Ça fallait quand même aller chercher une idée pareille. Et ça doit prendre beaucoup de temps parce qu'entre se documenter, trouver le modèle, créer tout l'environnement et se taper tout le Photoshop qui va derrière, parce qu'il faut les voir, les photos, elles sont quand même hyper travaillées. Il y a du boulot, il y a les maisons de poupées où clairement, tu as une post-prod qui doit être assez démente. Tu as des séries très définies, tu vois, la lumière intérieure, les signes. Tu as d'autres séries qui sont super expérimentales. Tu as des choses très classiques comme les manifs ou les concerts. Enfin, j'ai l'impression que tu as vraiment été chercher un peu partout pour voir ce qui te plaisait, en fait. Ouais. Et je pense aussi que toutes ces expériences me servent aussi pour le mariage. Ouais. Aller en manif, c'est aussi savoir être présent et partir quand il faut. Respecter aussi la famille dans le mariage, par exemple. Voilà, il faut être présent, mais capter et savoir partir être discret, savoir éviter les fumigènes dans le mariage, c'est le plus important. Donc non, la manif, ça m'a appris ça. Le concert aussi, voilà, ça t'apprend les soirées, par exemple. Il y a plein d'expériences effectivement dans tout ce que je peux faire qui me servent aujourd'hui en fait au mariage. Et alors effectivement, là tu me parles de la série Renaissance. Alors ça, c'est une série qui a démarré un petit peu sur un pari, en fait, un coup de pari. Je devais, au club, en fait, on m'a dit tiens, ça serait bien que tu participes à un concours auteur. Bon, ok, mais quoi? Donc voilà. Et puis, en fait, je suis né à Versailles et j'ai parcouru le château de Versailles dans tout, voilà. Et il y avait plein de statues. Et souvent, en fait, quand j'étais gamin, je me disais mais c'est marrant, les statues, il y a forcément quelqu'un qui a posé, quoi. Comment il était, tu vois. Et c'est revenu, en fait, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est revenu. Et je me suis dit, tiens, je vais faire renaître des statues. Et donc, il faut que je trouve les modèles. Et alors, je ne sais plus quoi, j'avais peut-être 3 mois pour faire le projet, pour présenter, je ne sais plus, 6 photos, je crois. Et là, je regarde un petit peu les comptes Instagram, les comptes Facebook, je contacte quelques modèles. Est-ce que le projet t'intéresse? Est-ce qu'on fait ça? J'ai eu 5-6 modèles, ok. Bon, il me fallait le studio, ok, j'avais trouvé. Bon, après, maîtrise de la lumière, ça j'ai jamais fait. Enfin bon, c'était vraiment le départ de tout, quoi. Et là, pour le coup, tu vois, on est vraiment dans l'inconnu et l'aventure. Donc là, on est vraiment dans pour moi, c'est ça qui est excitant. La création, quoi. Et rendre quelque chose de potable. Et surtout, je voulais pas décevoir les modèles. Attends, quelqu'un se mettra nu devant toi, j'ai pas envie de décevoir la photo. Moi, il y a qu'une seule chose que je pense quand il y a quelqu'un qui est nu devant moi, c'est de réussir la photo. Je vois rien d'autre. Tu lui dois ça. Ah ouais, je dois réussir cette photo. Je ne vois que ça, quoi. Il n'y a pas de voyeurisme vraiment dans la manière de la séance, quoi. Et on travaille ensemble les poses. Voilà, tiens, tu vas poser comme ça, tu vois, la statue, elle est posée comme ça, ok, on fait ça. Et puis tu me donnes une espèce de souffle, de respiration, de renaissance. Et voilà, le projet est parti comme ça. Et puis, bon, Photoshop,
Je m'y exerce déjà depuis 95, un peu quand même les débuts, je crois que c'était en 92, je crois, de mémoire. Donc 95, les premiers, je faisais quelques, faire part de naissance de mes enfants avec la tour Eiffel, enfin des trucs un peu cons, mais c'était les premières retouches déjà, voilà. Et donc là, je connaissais un petit peu Photoshop, je me dis ok, je vais y aller. C'est pas forcément le projet le plus abouti parce que c'était complexe à faire. C'est pas le projet auquel je suis fier. Enfin, je suis fier de l'avoir finalisé, mais c'est pas le plus abouti. Voilà. Non, mais c'était quand même une sacrée idée parce qu'il fallait quand même se lancer dans un truc comme ça, surtout si en plus à l'époque tu n'avais pas vraiment l'expérience pour. Ouais, tout à fait. C'est quand même ambitieux, quoi. Tu vois. Et les maisons de poupées, c'était une modèle en fait qui avait participé à ce projet qui me dit écoute, est-ce que je fais des maquettes en fait de maisons de poupées, est-ce que tu peux me mettre dedans? Voilà. Et puis le projet est parti comme ça, et puis on est parti dans différentes mises en scène. C'est quand même un sacré boulot derrière. Mais j'adore. Ouais, mais ça se voit en fait. Tu fais pas des projets comme ça si ça te plaît pas, si t'as pas envie de te lancer dedans. Le troisième thème que je voulais aborder, c'est le regard. Et ça, c'est pas tous les jours que je peux comparer mon regard à celui de quelqu'un d'autre et me rendre compte en fait à quel point on regarde pas les mêmes choses. Ça, c'était vraiment marrant en fait dans la découverte. Le contexte, donc, c'est les sorties street que j'organise une fois par mois pour la FFPMI. Donc, toi, tu es un des fidèles qui vient à chaque fois. D'ailleurs, tu es un de ceux qui a compris en fait, que même si tu as du boulot, des fois, ça fait du bien de sortir. Moi, j'ai toujours du boulot sur ces sorties-là, mais je viens quand même parce que je trouve ça important de faire autre chose. C'est la récré. Du taf, c'est la récré, c'est se vider la tête. Et derrière, tu es d'autant plus efficace. Donc, on a fait cette sortie photo au marché d'Aligre dans le 12e à Paris. Donc c'était le marché maraîcher, quoi, le fromage, la viande, et derrière brocante, qui apparemment n'est pas là tout le temps. Enfin, j'ai pas trop compris le système. Il y avait une brocante effectivement là, avec plein de choses. Je vais pas dire ce que j'ai vu parce que je veux pas t'influencer. Je vais te laisser. Moi, j'ai noté ce que j'ai vu, donc je le lirai et du coup, je serai pas influencé par ta réponse, mais je veux pas influencer ta réponse à toi. Mais j'aimerais qu'on compare nos regards et ce qu'on a cherché sur le lieu quand on y est arrivé. Donc toi, quand tu es arrivé là, qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce qui a attiré ton regard? Alors, moi, on s'est arrêté au milieu de la place. En fait, il y avait un stand de masques africains. Et ça m'a interpellé. Et puis, je cherchais le mec qui s'occupait du stand, en fait. Et puis il est arrivé et voilà, il a commencé à me tchatcher parce qu'il voulait me vendre un truc, mais j'ai tout de suite dévié le truc en disant maintenant, moi je veux faire une photo avec toi et avec un masque. Et puis voilà, on a déliré à partir. C'est quoi le masque de la fertilité, tu vois? Voilà, j'étais parti un petit peu dans le truc pour lui, pour le faire parler en fait, voilà, tout simplement. Et c'est, tu vois, c'est cette approche-là en fait que moi j'ai, c'est d'aller vers les gens, de leur parler, et puis de valider une photo avec eux. Donc voilà, je vais les chercher en fait, et j'adore discuter encore avec eux. D'accord, donc c'est un des aspects que j'avais noté, c'était justement ce côté aller parler aux gens, contact. Ouais. Et derrière, il y avait autre chose aussi, c'était le sens du détail que j'avais noté, que tu as fait, que personne d'autre n'a fait sur la sortie. Sur les petits outils, c'est ça? Sur les petits, ouais. Tu as été chercher des petits trucs qui étaient sur une table. Ce que personne d'autre dans la sortie n'a fait. Je n'ai pas vu dans les photos des autres ça. Non, mais ça en dit aussi sur ta manière de voir les choses. C'est qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui a attiré ton regard. C'est peut-être des petites choses là où on a j'ai trouvé beau les scènes. C'était pour raconter un petit peu, c'était des petits outils que tu mets au bout des perceuses là, tu sais, pour comment ça s'appelle, des cruciformes, des vis, voilà, tu mets ça au bout de la perceuse. Et en fait, ils étaient hyper gros quand même. Je sais pas sur quelle perceuse ça allait, mais c'était assez gros. Ils étaient tous rangés en fait sur un socle de bois. Et il y avait une belle lumière en fait qui arrivait dessus. Et j'aimais bien en fait la lumière en fait réfléchie sur le chrome, sur le métal en fait de l'outil. Et voilà, je me suis dit tiens, allez, on l'a fait quoi, parce que je me rapproche et tout. Et moi j'aime bien me rapprocher en fait des choses, des gens. Voilà, je suis au contact sans arrêt, et c'est vraiment le portrait qui m'amène en fait à tout ça, à aller chercher vraiment le plus proche. Je sais pas si tu as vu aussi, mais sur mon site j'ai fait aussi des portraits de SDF.
J'en ai fait, enfin pas tant que ça, mais j'en ai fait quelques-uns parce que j'ai adoré en fait le travail de Lee Jeffries, qui allait chercher en fait les SDF et il allait au contact en fait des gens, il parlait en fait avec eux. S'intéresser à eux, ouais. Oui, il s'intéresse à eux et ça j'ai voulu m'essayer en fait à ça aussi. Et donc voilà, j'ai fait une sortie comme ça du côté de Sterlitz avec tout un tas de tentes, machin, et me mettre vraiment en confrontation en fait avec ces gens-là. Bah voilà, il y a eu des contacts, il y a parfois des rigolades où parfois il se passe rien et puis on repart et puis tu rencontres quelqu'un et il se passe quelque chose quoi. Donc bon, après je ne reverrai pas forcément, mais j'aime le côté aborder quelqu'un pour choper en fait vraiment le regard de la personne et la validation en fait de la photo en fait avec toi. Ce qui est rigolo, c'est que tu dis le contact. Et je me rappelle du moment où tu as fait les photos de la table, de tous les trucs qui sont sur la table. Et en fait, je me rappelle surtout que tu as fini par discuter avec Peut-être. le mec qui tenait le stand. Ouais, peut-être bien. Ah oui, peut-être. Ouais. Derrière, on est parti. Tu as discuté avec un mec qui venait d'acheter un Uno que tu as pris en Oui. photo. Et en fait, au final, tu as fait beaucoup de choses comme ça, soit des détails, soit des portraits de gens. Mais toi, tu as parlé aux gens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et le Uno, ouais, c'était magique parce que je voyais deux petits vieux en fait avec leur boîte de Uno. Et je sais pas, ils ont acheté ça à la brocante, mais ils étaient émerveillés de voir ça. Ouais, super, le vieux truc. Et en fait, ils avaient un œil pétillant et je me suis dit, allez, j'y vais, quoi. En plus, c'était des étrangers, en fait. Et en fait, je leur ai demandé une photo après de la boîte du Uno vraiment dans la main et puis un portrait un peu plus large. Enfin, voilà, c'était vraiment... J'adore ces contacts, en fait. Donc, tu as été au contact des gens, tu as cherché à faire des portraits, tu as cherché du détail. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'il y a les échanges, en fait, de rapports sociaux. Moi, j'adore. D'accord. Donc c'est vraiment ok. Je comprends mieux ta série. Je te dis ce que j'ai vu moi. Vas-y. Moi j'ai vu des gens fous. J'ai vu un mec qui tient une poupée dans ses bras comme s'il tenait un bébé. J'ai vu des gueules. J'ai vu, alors je vous lis le truc parce que je l'ai noté avant. J'ai vu un parasol rouge dans un environnement totalement gris. J'ai vu des gens qui passent. J'ai vu du contre-jour à exploiter. J'ai vu des gueules. Ouais. J'ai vu des photos à voler. J'ai vu des photos à négocier, mais j'arrive pas toujours dans ce genre d'environnement parce que les gens finissent toujours par me demander du pognon. Bah écoute, pas moi, tu vois. Non, mais je sais pas pourquoi, mais moi c'est systématique. Ouais. Je peux pas engager la discussion sans qu'on me demande du fric. Ah ouais, eh ben écoute, non, tu vois, le masque africain, pour le coup, lui, il était vraiment au top commercial, quoi. Lui, je pense que c'était le seul qui m'aurait pas trop embêté. Mais par exemple, tu vois, tous les mecs qui étaient clairement à la rue. Ouais. Sinon, ça, j'y vais pas. Ça, t'y vas pas? Non. Parce que moi, c'était ces visages-là qui m'intéressaient. Mais je sais que si je vais leur parler, à un moment, ça va devenir une négociation financière de je te laisse me prendre ma photo, mais donne-moi. Et puis, est-ce que ta photo, je sais plus avec qui j'avais discuté en photojournalisme qui me disait on paye pas. On paye pas un sujet. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et je tends à être d'accord avec ça. Tu peux donner pour aider par sûr. ailleurs. Mais en fait, si la photo devient une tractation commerciale, elle ne m'intéresse plus. Ouais. Surtout si moi, je dois la payer. Enfin, je veux dire, c'est plutôt l'inverse. Normalement, c'est plutôt l'inverse, ouais, c'est ça. Mais j'aime bien cette comparaison des regards. On mettra les photos dans l'article qui accompagnera le podcast, si tu es d'accord. Parce que je trouve vraiment qu'on n'a pas eu du tout, alors qu'on est dans le même endroit. Ouais. On a sensiblement le même matos. Enfin, je veux dire, c'est des appareils numériques qui font la même chose. Toi et moi, on n'a pas du tout fait la même chose. Annie, je me retrouve un peu plus dans ce qu'elle fait parce que j'ai fait des formations avec Annie. Donc, je cherche des choses assez similaires à elle. Marie, elle était dans une espèce d'entre-deux entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où elle a été photographier des légumes de près. Puis elle a suivi quelqu'un. Comme ça. Elle a suivi... j'ai pas fait attention à ça. Elle a suivi quelqu'un ? Ah oui. Enfin, il me semble que c'est Marie, oui. Elle avait suivi en fait une personne en fait autour du marché. En fait, elle l'a suivi tout le long. Ouais. T'as l'impression de voir qu'elle en fait. Ouais. Ah bah c'est marrant. Voilà. Enfin, en tout cas, tu vois, t'as plein d'approches. Ouais. Et donc le même endroit, 8 personnes différentes et 8 regards totalement différents. Et tu vois que c'est le même endroit pour tout le monde parce que voilà. Mais en vrai, il n'y a pas de... Je pense qu'on pourrait même reconnaître les photos à l'œil sans mettre de nom dessus. Qui a fait quoi ?
globalement. Ouais, peut-être, ouais. Je pense que ça serait assez... Et moi, si tu veux, pour reparler du contact, j'y vais pas s'il n'y a pas regard avant. Ouais. Je vais pas contacter la personne si elle n'est pas prête. D'accord, tu vas pas forcer le Ouais, contact, non, tu non. vas aller sur une Ou invitation. alors, je vais me rapprocher tout doucement, voilà. Je vais me faire habituer un petit peu à son environnement. Et puis après, je vais essayer de croiser le regard. Voilà, si on croise le regard après, s'il se passe un truc, ok, j'y vais. Mais s'il n'y a pas ça, j'y vais pas. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver justement dans une agression, quoi. Alors, moi, comment je fais pour si je veux parler à quelqu'un absolument, quand je fais des soirées, des trucs comme ça, des fois tu as besoin d'initier un contact. En fait, moi je parle aux gens, j'y vais. Mais quand tu parles à quelqu'un, tu te rends compte rapidement que la personne, le temps qu'elle réalise que tu lui parles, il y a 30 secondes qui se passent avant qu'il passe à autre chose de ce qu'il me veut, lui. Ouais, alors moi j'y vais, mais avec un sourire, tu vois, dans l'œil. Parce que tu approches plus lentement. Moi, j'y vais ah oui, franco, tu vois. Et en fait, tu as ce moment de... Mais c'est à moi qui parle, tu sais, il regarde autour de lui, il comprend pas. Tu sais ça, et en fait, moi, je parle jusqu'à ce que ça rentre. Ouais. Et à un moment, bon, ça prend ou ça prend pas, hein, c'est pas une garantie, mais tu as un petit moment, en fait, où, si tu veux vraiment forcer la discussion, en fait, faut que tu sois capable de tenir 30 secondes tout seul, à t'auto-alimenter, à faire les questions, les réponses, et tout ce qui va autour, quoi. Non, moi j'y vais vraiment à petits pas, mais avec le regard et puis avec un sourire dans le regard, tu vois, de manière, je suis bienveillant, quoi. Ouais. En même temps, tu fais pas peur, t'attires la sympathie, donc ça, c'est gentil, merci. Ça doit jouer aussi. Et dans les mariages, je fais pareil aussi dans les soirées. Ouais. Je vais capter le regard tout de suite, je vais accrocher, quoi. Tu vois, et je lui dis, tiens, toi. Et tout de suite, on part dans un truc photo, et là, la personne se lâche. Parce que sinon, c'est tout de suite figé, quoi. Et je lui fais un petit clin d'œil, un petit truc, tu vois, je vais sourire. Voilà, en fait, je rentre en sympathie, en fait, avec elle, et puis il se passe vraiment des petites choses émotionnelles très sympas. Moi, ça, je pense que c'est lié à la personnalité aussi. Moi, je peux pas faire un truc comme ça fonctionnera pas. Moi, je suis obligé d'être beaucoup, beaucoup plus rentre dedans. Ouais. Et c'est un travail de très longue haleine me concernant. C'est-à-dire que la soirée, moi, je commence à la préparer avec les témoins, surtout quand j'ai les préparatifs et les trucs comme ça. Je commence à la préparer le matin pendant les préparatifs. C'est-à-dire que je commence à chauffer les gens à ce moment-là. Et quand on arrive au moment de la soirée, je sais que s'il se passe quelque chose, ils vont me chercher. Mais c'est un vrai... enfin, voilà. Après, je pense qu'on a deux approches assez différentes de ça. J'ai un côté rentre-dedans qui ne fonctionne pas avec tout le monde. Qui fonctionne déjà difficilement avec moi, mais qui tourne quand même, que j'arrive à faire tourner parce que j'ai cette habitude et que ça commence à faire longtemps, mais ça n'a pas toujours été aussi simple. Mais je comprends ton approche douce, en fait. C'est juste que c'est... Ouais, et puis après, je fais partie un petit peu de la famille le temps d'un mariage, quoi. Et je danse avec eux aussi, enfin voilà, avec l'appareil photo en main. Voilà, si tu danses pas, tu fais pas partie du dance floor et tu le photographies de l'extérieur. De toute façon, il n'y a pas de secret. Tu es obligé de participer à la fête, sinon absolument. Tu n'es qu'un regard extérieur. Et c'est toujours joyeux, et moi j'adore. C'est génial de prendre des personnes qui sont heureuses en plus. Ce bureau, c'est quand même le meilleur bureau du monde. Il y a à bouffer, c'est bon. C'est bon, ça dépend. C'est très souvent bon. Il y a des mini-burgers et du foie gras. Tu t'éclates, ça c'est dans les petits fours, parce que les plateaux prestataires, si tu veux... Les plateaux prestataires ne me dérangent pas parce que je me gave au buffet. Voilà, je crois qu'on a tous compris ça. Faut en profiter. C'est une des meilleures parties du job. C'est quand même ça, quoi. Mais après, alors je peux te donner mon petit truc pour pas avoir un plateau prestataire et pour avoir un repas client sans le demander. Je leur dis, je veux pas être hors de la salle pour dîner. Je vous mettez à une table d'invités. Et je leur explique, je leur dis, c'est juste que en fait, si je suis loin, s'il se passe quelque chose, je le rate. Alors que si je suis à table, je me lève, je fais la photo et je reviens m'asseoir. Absolument. Et en fait, ton repas, mécaniquement, on ne va pas te servir un plateau repas au milieu des invités. Pas bête. Donc, tu as un repas normal, sans le demander, ce qui est quand même le plus important, sans l'exiger. Mais voilà. Et du coup, alors après, il faut faire gaffe avec ces repas-là parce que c'est souvent lourd. Quand tu as une tonne de pommes de terre et que derrière, tu dois faire les dance floor. C'est quand tu as prévu de rester jusqu'à 2h du matin, ça peut être un peu compliqué, mais voilà, en tout cas, tu essaieras, tu me diras ce que ça a donné.
On finit toujours sa partie interview en parlant d'une série en particulier. Cette série, ça va être les lumières intérieures. Ouais. C'est un thème assez simple, Mm. c'est assez efficace, mais c'est pas si facile à réaliser. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est avec tes mots et comment tu les fais? Alors, c'est une petite série en fait qui a été faite assez rapidement. Je ne l'ai pas continuée, mais j'aimerais bien la développer encore un peu plus loin, parce que c'est marrant. En fait, c'est le titre qui est marrant, parce qu'après la photo en elle-même, elle est assez classique. C'est la vie en fait à travers les vitres de la Défense, voilà. Des bâtiments bureaux de la Défense. Et donc cet aspect un petit peu austère de la Défense, professionnelle, et alors c'était fait aussi en hiver, donc en nuit, donc avec donc des lumières en fait, des bâtiments donc allumés, et quelques personnes qui passent à travers la fenêtre, donc voilà, la vie intérieure, la vie du lumière bureau, intérieure. ouais. La vie du bureau, ouais. Il y avait une cantine aussi, je crois, à un moment. Enfin voilà, c'est une petite. J'ai trouvé ça esthétique, j'ai trouvé ça sympa. La répétition, en fait, la rend très bien. C'est vrai que si tu n'as qu'une photo, ça peut ne pas inspirer grand-chose. Ouais. Mais si tu as la série, je trouve elles se répondent bien les unes les autres et ça donne de la force justement au Tout à projet. fait, ouais. Ouais. Bah, c'est le principe de la série, en fait, il faut que ça soit assez cohérent dans tout ça, enfin, pour que ça donne une bonne lecture, en fait. Mais c'est là que c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver Ouais. les endroits, il faut quand même arriver au bon moment, il faut quand même avoir quelque chose qui se passe Ouais, dans le ouais. dans le Là, cadre. je suis assez patient, ouais. Et là, pour le coup, j'étais pas en activité professionnelle quand je l'ai faite, celle-là. D'accord. Donc, je Ça te donnait fais du temps. un peu plus tranquille, ouais. Ok. On arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière? Le pire moment, ça a été alors donc en portrait, en fait, tu vois, c'est le contact avec les personnes. Et donc j'ai fait récemment en fait un portrait famille. Il y a une famille donc qui arrive, qui me dit, comme beaucoup d'ailleurs, on n'aime pas les photos, on n'est pas à l'aise. Ok, bon, ça j'ai l'habitude. Je suis là pour vous mettre à l'aise, etc. Mais elle s'attendait carrément à autre chose. Elle s'attendait à ce que je fasse le DJ, quoi. Ouais. Tu vois, le clown. Bah non, en fait, je discute avec vous, quoi, mais je suis pas là pour vous faire Ouais. le cirque, quoi. Je suis Attention. pas, ouais, voilà, poète, poète, poète. Ouais. Donc non. Et là, en fait, je lui dis, bah non, en fait, je suis pas DJ, quoi. Ah, et là, ça a créé un froid. Et j'ai glacé en fait le truc, en fait, donc j'ai tout cassé, quoi. J'ai voulu en fait faire ma petite blague, si tu veux, et en fait ça a tout cassé, quoi. Ouais. Donc non, c'était pas la bonne idée. C'est fou comme une petite phrase peut te niquer Ouais. une prestation. Hein. Ah oui. Oh, après t'es mal. Ouais. D'ailleurs, moi, voilà, j'ai mes petites boulettes, mes petites boulettes, et donc dans cette famille-là, il y avait un jeune garçon, j'espère qu'ils vont pas écouter. Qu'on le trompe pas. Ouais, aussi, je crois. Un jeune garçon, enfin, je sais pas, il avait 25 ans. Et il était toujours mais hyper sérieux, droit et tout, très droit, tu vois, hyper sérieux, sévère, l'œil pas très sympa, quoi. Et puis autour, il y avait deux sœurs très cool, quoi. Ouais. Et lui, très sévère, il lui dit, mais enfin, je sais pas, il y a un truc, tu veux pas te détendre. Enfin, non, on dit pas ça, on dit pas ça, ouais. On dit pas, tu vas pas te détendre, non. Mais bon, j'essaie de détendre un petit peu l'atmosphère avec lui. J'y suis pas arrivé, mais je lui dis, mais attends, t'es pas à l'armée, là? Il me dit, bah si, en fait, je suis militaire. Ok, d'accord. Donc ça a été, voilà, le truc a marqué le truc. Et alors après, moi, je pouvais plus rien faire, quoi. Ouais, c'est. Et ça, et puis souvent aussi, je dis, alors quand les personnes se font prendre en photo au studio, elles sont souvent, ou même en mariage, elles sont souvent un petit peu la tête penchée, comme ça, à droite, Ouais. à gauche. Bon, j'amène ma petite bâche, je leur dis, alors ça, c'est les petits chats de la poste qui font ça, donc nous, on va se mettre droit. Et en fait, un jour, il y a une personne qui avait des couettes aussi, et là, j'ai dit, bah, ça fait un peu teckel, voilà, et donc c'est fini, ça.
Voilà, j'ai voulu faire ma blague, c'est pareil, c'est D'accord. tombé à l'eau. Et Gaston là, Lagaffe, après, quoi. tu sors les rames Ouais. grave pour sortir une photo naturelle. Ouais. Ouais, non, mais moi, je fais pas de portrait, mais je fais des événements. Et c'est vrai que des fois, les premières phrases avec les clients Ouais, donnent le ton de la prestation. Et surtout si le client te prend un peu de travers au démarrage et que toi, derrière, tu essaies de détendre avec une vanne qui passe pas du tout, t'es foutu. mais oui, Mais après, t'as envie de partir, quoi. ouais, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Quelle Ouais, galère, ouais, quelle erreur de casting, quel ouais. truc. Et ça m'est arrivé pas souvent, mais ça m'arrive tous les 2 3 ans. Comment je vais m'en sortir, quoi, tu vois, Et là, ouais, tu sors les rames et truc. Et c'est souvent, moi, quand ça m'arrive, souvent, tu sais, je suis très affectif dans le Hum, boulot. J'ai besoin d'aimer les gens. ouais, J'ai besoin d'avoir envie de leur faire plaisir. absolument. Ouais. Et en général, ce que ça fait, c'est que tu as une espèce d'antipathie mutuelle qui se développe à ce moment-là. Ouais. Et Ah ben c'est la glace, là. il faut que tu Ouais. trouves, moi, il faut que je trouve un point auquel me raccrocher en me disant, il faut que j'ai envie. Il faut que j'ai envie. Putain, il faut que j'ai envie. Parce que la teuf, t'es à genoux sur la piste de danse dès la moitié du temps, quoi. Ouais. Tu laisses tes genoux, t'es cassé après. Et si t'as pas envie de faire cet effort-là, moi, tes photos, elles sont vachement moins bien, quoi. Et là, c'est quand même. Donc souvent, tu essaies de trouver une autre personne dans la famille à qui te raccrocher Ouais. en disant, bon, lui, j'ai envie de lui faire plaisir. Allez, on va y aller. Oui, voilà, si Mais- tu vois qu'il y a une porte d'entrée vers quelqu'un, bah Ouais. voilà, tu vas te soulager un peu là-dessus, quoi. Ouais. Parce que Non, mais sinon, je me reconnais beaucoup dans ce que tu viens de dire, hein. Franchement, c'est incroyable. ça, c'est mon plus mauvais souvenir, ouais, c'est récent, hein, mais voilà, c'est le contact. Encore, comme je vais au contact avec les gens, bah, des fois, je fais une boulette, quoi. Mm. Ça m'arrive. Hein. Bah, Ouais. des fois, le contact ne Mais se bon, fait pas comme il devrait se faire. ça peut être une boulette aussi, après, suivant comment la personne le prend, Mm. qui Oui. peut... Bah, ça dépend des gens aussi, mais bon, tu vas faire la bise et tu mets un petit coup de boule, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Du coup, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Eh ben écoute, tu parlais des manifs, Ouais. et moi j'ai toujours aimé en fait cet esprit photoreporter, voilà. Et le meilleur moment de ma carrière, c'est quand j'ai fait une série sur les Gilets jaunes aussi, au moment où c'était un peu grave, tu sais, l'Arc de Triomphe là. Voilà, et j'ai fait une petite série là comme ça, et il y avait un concours photo-reporter, photo-reportage en fait national, un concours national mais amateur, hein, pour la FPF, en fait la fédération amateur. Et je suis sorti 3e, j'étais super content sur un national, parce qu'il y en a quand même, hein, du reportage. Bon. Et surtout avec le prix spécial actualité. Mm. Et c'est une série qui a été présentée au Visa pour l'image, mais en off, Ouais. tu vois, le Visa off. C'est quand même pas dégueulasse, hein. Ah ben j'étais super content. Attends, là c'est le meilleur moment, Ouais. oui. Mais c'est pas un moment professionnel, c'est un moment pour moi amateur. Mm. Mais j'étais super fier d'être autour en fait du Visa pour l'image, quoi, avec tous ces photoreporters. Oui, quand tu vois tous ces photographes comme Alain Keller qui présente le journal d'un photographe, donc à Visa pour l'image, et que tu vois que son album photo à lui, familial, c'est Reagan, c'est Gorbatchev, c'est tous les grands voilà, de l'histoire. Tu te dis à côté de ton album photo à toi, il y a un gap. Hein. Il y a un peu de boulot avant d'arriver à ce niveau-là, mais Ouais. c'est ça aussi le challenge qui est sympa, non? Ouais, alors voilà, moi je me suis dit, waouh, mais je suis à côté de ces gens-là, quoi. Voilà, j'étais heureux, quoi. Ah, ça va faire du bien, ouais. Ouais. Franchement, déjà d'être exposé dans une expo prestigieuse, c'est quand même quelque chose. Mais alors là, en plus, c'est vrai que quand tu es face à ces mecs-là que tu regardes d'en bas, waouh, t'es juste à côté. Ouais. Bon, bah, c'est pas mal. J'étais content, ouais. Ouais, y a de Bon, quoi. c'est juste le côté amateur, mais c'était vraiment sympa. Mais les amateurs sont capables de faire. Et je connais des amateurs qui sont bien meilleurs que certains professionnels, hein, soit Aussi. dit en passant. Pardon. Bah, sur le côté artistique, en tous les cas, oui, il y a de très belles choses parce qu'ils ont le temps aussi de le faire. Mais Ils n'ont pas des je contraintes. suis pas sûr que répondre à une commande, ça soit possible pour eux. Après, Ouais, voilà, mais il ça, n'y a pas de contrainte en fait aussi. C'est vrai que ça laisse beaucoup de liberté, ça peut en laisser trop. Mais bon, il y a la place de faire quelque chose d'assez sympa quand même, quoi. C'est la toute dernière question. Qui me recommanderais-tu pour un prochain épisode? Eh bien, écoute, j'en ai parlé tout à l'heure. C'était donc Jeff Guillot, qui est en fait un photographe professionnel
qui a travaillé. Alors, il a fait des reportages pour l'armée, il a fait des reportages pour la sécurité civile, il a fait des choses très très fortes, tu regarderas sur Internet. Il a fait des bouquins, en fait, des éditions, en fait, sur la police aussi, proximité. Et donc, voilà, ce documentaire, enfin, ce magnifique livre, en fait, qui s'appelle Humanum. Et puis un autre photographe aussi, que j'aimerais bien que tu invites, je ne pense pas que tu l'aies invité, malgré les grands noms qui sont passés, parce que lui c'est un grand aussi. Il a été médaille d'argent au championnat du monde. C'est Nicolas Boutruche. D'accord. Nicolas Boutruche, voilà, qui fait ses motels. Alors voilà, ça c'est aussi un petit peu la part qui rentre en écho. Enfin, moi j'adhère complètement parce que il y a de la retouche en fait. Tu connais Je connais le nom, je vois pas Nicolas Boutruche, spontanément, mais c'est le motel. ouais. En fait, c'est un plan de coupe d'un motel coupé en deux, et dans chacune des pièces, tu as des scènes, et des scènes qui sont très en écho aussi avec le cinéma. Il adore aussi la partie cinématographique, et donc il met en scène parfois des scènes de films. D'accord. Et donc dans chacune des chambres ou des pièces en fait de ce motel, il se passe quelque chose. J'ai été le voir en fait à une galerie boulevard de Courcelles ou rue de Courcelles, je sais plus, l'un ou l'autre. En fait, sa photo, elle fait 2 mètres par 3, je crois. C'est énorme. C'est une espèce de photo plexi. Et en fait, il t'amène un iPad. Et tiens, regarde. Et en fait, tu vois tout s'animer, quoi. Ouais. Toutes les chambres en fait s'animent, tous les personnages c'est un en boulot fait. titanesque, ça. Ah ouais, tous les personnages s'animent et tout, et tu vois tout à l'intérieur des chambres. Il a fait la même chose aussi sur, ça te parlera peut-être plus, sur la Maison Blanche avec Trump. D'accord. Voilà, enfin c'est des mises en scène de dingue, un travail de post-prod de dingue. C'est, je crois, plusieurs milliers de photos pour une photo. Voilà, c'est du Photoshop. À gogo. Je vais aller voir parce que ça serait intéressant. C'est du Photoshop à gogo, et c'est surtout à sa manière. Ouais. Parce que c'est pas très conventionnel non plus la façon dont il le fait. Il le dit, il le revendique. Voilà, il a été d'ailleurs, il a fait une conférence à Vannes au moment du congrès de la FFPMI. Enfin, j'ai un mec que j'adore, quoi. Voilà. D'accord. Je le note et puis j'essaierai de le contacter. On verra ce que ça donne. Il me reste à te remercier. Si tu le contactes, tu m'invites. Oui, si tu veux, tu viendras faire le son puisque tu as déjà fait ça, je pense, dans ta jeunesse. Ça. Absolument. Oui. Merci beaucoup, Eric. Merci à d'être toi, venu Julien. jusqu'ici et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.